Et maintenant, nous allons passer au télétravail, au travail à distance. Comment réussir à motiver nos collaborateurs à revenir en entreprise par la présence d'Emmanuel Léon. Merci. Emmanuel, tu es professeur de management à ESCP, spécialiste du management à l'ère du numérique depuis de nombreuses années, depuis tes tout débuts, et tu vas nous parler justement de cette relation en vie, mais aussi espace de travail, management à distance. Alors on ne pouvait pas traiter ce sujet de l'envie sans aborder le télétravail, avec le souci de comprendre comment le travail à distance réinterroge le travail en général, du fait de la pandémie aussi, et suite à la pandémie. Quelles leçons de management sont issues de cette crise, selon toi ? Merci beaucoup déjà de m'avoir invité sur un sujet effectivement qui me tient à cœur puisque je travaille dessus depuis 20 ans. Alors j'avais commencé sur les bureaux virtuels, pour ceux et celles qui ont connu Andersen Consulting. Puis on m'a dit oui, non mais on ne saura pas très bien où te mettre dans une école de management. Si tu travailles sur les bureaux, tu risques de ne pas en avoir un. Donc du coup j'ai migré sur le management à distance. Bon. Et puis là, on m'a dit que ça concerne qu'une toute petite partie de la population. Et puis récemment, j'ai quand même eu des collègues, alors pareil, on est entre nous, qui m'ont dit « mais t'as vraiment de la chance. Cette pandémie a mis tes sujets au cœur de l'actualité. » C'est vrai. Oui, enfin, bon, de là à dire que j'avais de la chance, j'ai trouvé que... Mais des fois, les chercheurs, enfin, Philippe ne dira pas le contraire, on a parfois des réactions un peu bizarres. Alors, juste un petit rappel par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. N'oublions pas qu'en 2019... le télétravail, c'était l'attente numéro 1 des Français en matière de qualité de vie au travail. Et pour cause, parce qu'en 2019, ils étaient combien, à votre avis, à télétravailler? Un chiffre? Lancez-vous. 5%? Qui dit mieux? Qui dit moins? Ça dépend du style d'entreprise. On a des chiffres très variés, effectivement, mais en gros, la DARES comptabilisait à peu près 7% de télétravailleurs. Alors après, on avait d'autres qui... alors après, ça dépend de comment vous posez la question. C'est-à-dire, si on vous demande si vous travaillez chez vous, ben oui, les gens, ils pouvaient travailler chez eux, comme le propose Elon Musk, ils peuvent faire du télétravail. Vous pouvez travailler 40 heures et puis continuer chez vous, et on va appeler ça du télétravail. C'est du télétravail en débordement, c'est pas du télétravail. Donc, il y avait plein de manières de comptabiliser, mais globalement, on est quand même... voilà, on est sur 6-7%. Et puis, on avait une étude de la Fondation Concorde qui disait on a quand même 25% des postes qui, peu ou prou, pourraient télétravailler. Alors, télétravailler, attention, c'est pas 100%, parce que nous, en France, on a cette tendance du 0-100% qui est assez intéressante, mais qui peut avoir des activités télétravaillables. Donc, on était très, très loin du potentiel. Et je dirais que, quelque part, cette pandémie, elle a permis de lever un certain nombre de verrous, et notamment le fait qu'on s'est rendu compte que des postes qu'on estimait non télétravaillables, on y est arrivé quand même. La grande préoccupation du démarrage, c'était est-ce que l'entreprise va survivre, quoi. Productivité. On s'est rendu compte qu'en fait, sauf évidemment pour les entreprises qui ont dû arrêter leur activité, mais celles qui pouvaient la maintenir en télétravail, ça s'est plutôt bien passé, voire ça s'est presque mieux passé parce qu'il y a eu aussi des dépenses qui du coup ont été supprimées, notamment les frais de déplacement, etc., etc. Bon, donc on se dit, finalement, voilà, on a ouvert les vannes, c'est une bonne chose. Alors, on a ouvert les vannes sur plein de trucs. On a ouvert les vannes sur les activités non télétravaillables qui, finalement, ont pu l'être. On a ouvert les vannes sur des fonctions qui ne pouvaient pas être télétravaillables. C'était impensable qu'une assistante télétravaille. On s'est rendu compte que c'était tout à fait possible. Bon, donc on a évolué aussi par rapport à ça. On a évolué sur les jours. Moi, j'ai bossé avec des entreprises qui me disaient télétravail, d'accord. Moi, je suis pour, mais alors, pas le lundi, pas le mercredi, pas le vendredi. Il ne faut quand même pas exagérer. Puis le mardi et le jeudi, c'est le moment où on a les réunions importantes. Alors, les gens peuvent télétravailler, mais enfin, ils prennent des risques. Donc, on avait quand même une petite réticence. Et puis, il y avait encore le lieu. Alors ça, c'était fascinant. Alors moi, je veux bien qu'ils télétravaillent, mais à domicile. Pendant la pandémie, il y a le côté, OK, j'accepte que le domicile soit votre deuxième bureau. Et pourquoi pas ma résidence secondaire ? Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Imaginons que vous... il ne faudrait quand même pas éviter tous les embouteillages en partant le jeudi soir au lieu de partir le vendredi soir. Bon. Puis ça s'est levé. Donc on a des entreprises qui maintenant acceptent le domicile, la résidence secondaire, voire des entreprises qui disent n'importe où. Donc voilà, de ce point de vue-là, il y a eu une dynamique quand même globalement positive, donc ce qui veut dire que cette envie de télétravail a trouvé une certaine résonance. Alors paradoxalement, la productivité c'est bien, sauf que là, on se prend dans la figure les risques psychosociaux. Et ça, on n'en avait pas tellement envie, pour reprendre le terme d'aujourd'hui.
qui disent, mais en fait, c'est très bien tout ça, mais alors empreinte humaine, bon, il y a plein d'autres cabinets qui disent un tiers de la population sera en burn-out. Alors, je pense que c'est pas burn-out au sens médical, parce que ça voudrait quand même que 30% des gens sont dans leur lit, ou quasiment, mais globalement, les gens ressentent un certain épuisement professionnel, dont 13% de manière un peu grave, semble-t-il. Moi, je ne suis pas psychologue expérimenté, etc. Et j'ai écouté récemment un webinaire, et donc il faut vraiment que l'auteur me pardonne parce qu'il faut que je retrouve son nom, mais qui disait une comparaison intéressante. Il disait finalement, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Il y a la satisfaction et il y a la santé. Je veux du télétravail, ça me satisfait d'en avoir. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Ça va dépendre de la manière dont il est exercé. Et moi, j'ai le sentiment qu'on nous a jetés dans le bain du télétravail. Dans certaines entreprises avaient l'habitude, mais beaucoup ne l'avaient pas. On nous a jetés dans le bain du télétravail. On en avait envie, et pour autant, aujourd'hui, on est quand même très conscient du fait que ça ne peut peut-être pas perdurer tel que c'est organisé aujourd'hui. Alors, ils vont assez loin, ils vont même jusqu'à comparer avec la cigarette. On en a envie, ça nous satisfait, mais c'est très mauvais pour la santé. Si on pousse la métaphore un peu loin, moi je dirais que le télétravail mal pensé, mal conçu, mal organisé, c'est mauvais pour la santé. Et c'est là où on va face à un vrai problème, parce que finalement, on va finir par nous retirer ce qui apporte quand même de la qualité de vie, de l'équilibre, etc. On va finir par nous le retirer sous prétexte que, comme c'est mal géré, eh ben on va moins bien. Et donc, de facto, on va dire ça prouve bien qu'il faut qu'ils reviennent au bureau, au lieu de réfléchir à un modèle hybride un peu vertueux. Et ça, moi, ça ne me fait pas envie. Je ne sais pas pour vous. Alors justement, quelle posture de management face au télétravail as-tu identifié? Alors, pendant le confinement, j'en ai identifié 3, mais en fait, elles perdurent. Elles sont bien là. Hein. Alors le premier, c'est le manager, comment on va dire avec des œillères. Hein, vous voyez, alors j'ai une conférence comme ça. Bon, j'ai pas trouvé de manager avec des œillères, donc je prends un cheval. Hein, ça plaît pas toujours, faut être honnête. Donc voilà. En gros, ça va passer. Hein. C'est un moment difficile à vivre, mais c'est pas pour longtemps. Et c'est vrai que honnêtement, si la pandémie avait duré 3 à 6 mois, on serait revenu assez vite à la situation d'avant. Donc là, en gros, c'est je change rien. Hein. Pourquoi changer? Donc si j'avais des réunions de 20 personnes qui duraient 2 heures, je continue. Hein. C'est tellement merveilleux, en plus à distance. Ce serait dommage de s'en priver. Bon. Et puis, je ne transforme pas. J'essaye juste de prendre mon présentiel et je le mets à distance, sans me poser la question de est-ce que ça va fonctionner. Y compris les pauses café virtuelles. Enfin, on pourra débattre de tout ça. Bon. Puis vous avez l'autre manager. Alors lui, déjà il le vit mal, mais il le vit mal en mode angoisse. Donc lui, il va accentuer un certain nombre de comportements. Alors dans ma thèse de doctorat, déjà, il y avait cette pathologie du reporting qui ressortait. C'était quelle année pour situer Pardon. Mais je veux dire, par rapport à l'actualité, est-ce que c'est resté d'actualité? Ok, on va couper. Hein. Voilà, d'accord. On coupe. C'est toujours d'actualité par rapport à. Parfaitement, c'est toujours d'actualité. Non, plus sérieusement, j'ai soutenu ma thèse j'ai soutenu ma thèse, je pense, en 2006. Ouais, j'ai soutenu ma thèse en 2006, ce qui veut dire que j'avais fait mes terrains au début des années 2000. Alors plutôt dans des business units matriciels, dans des postes où les gens étaient à des certains niveaux de responsabilité, donc de facto encadrés à distance. J'ai fait aussi des contrôleurs de la SNCF, si je puis m'exprimer ainsi, donc des gens qui de facto, par leur activité, sont managés à distance. Donc voilà, différents types. À l'époque, le télétravailleur était chasse gardée des sociologues. Donc moi, j'ai fait ma thèse en gestion. Les sociologues m'ont dit, tu dégages. Le télétravail, c'est pour nous. Bon, alors depuis, on s'est permis d'y aller quand même. Mais voilà, moi, j'utilisais le management à distance, pas du tout sur l'angle du télétravail. Et ce que j'avais trouvé notamment, et je trouve que voilà, ça s'est plutôt amplifié qu'amélioré globalement, c'est, premier point, une sorte de pathologie du reporting que ce manager angoissé va déployer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les outils me permettent de suivre d'assez près les activités. Il y a longtemps, quand on était à distance, on faisait confiance. Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas trop le choix, par exemple. Aujourd'hui, je peux très bien vous avoir à distance et vous micromanager. J'ai des étudiants qui me racontent des tableurs Excel où le manager est avec eux, à deux mains. Ils me disent les premiers jours, ça m'aide, mais au bout de 3 mois, je commence à me poser des questions sur ma capacité à faire par moi-même, n'est-ce pas, en toute autonomie. Donc on a le Teams, merveilleux. Suis-je disponible, occupé? Comment se fait-il que je sois désactivé? Comment? Je n'ai pas bougé ma souris pendant 3 minutes. J'étais en train de réfléchir. Oh, catastrophe. Donc la pathologie du reporting dans un contexte de distance, elle va plutôt s'amplifier, ce qui veut dire qu'en gros, un manager qui était déjà pathologiquement reportingant, si je puis dire, il va l'être encore plus dans un contexte de distance et il va utiliser ses outils pour ça, ce qui fait que les gens n'en peuvent plus, quoi.
Moi, j'ai eu des moments où les gens me disaient, mais j'ose pas couper ma caméra, j'ose pas aller aux toilettes, j'ose pas, quoi, parce que ça va mal se passer. Il ne faut pas oublier que ça a été ça aussi le télétravail pour certains. Et puis, heureusement, il y a le troisième, voilà, ça fait un peu Zorro, mais celui qui se dit, il est temps de changer un peu les logiciels. Le management par la présence à distance, c'est quand même un peu bizarre. Et est-ce qu'on ne pourrait pas un peu transformer nos modes de fonctionnement? Et là, il y a eu des choses tout à fait passionnantes dans plein d'entreprises, ne serait-ce qu'en réflexion sur c'est quoi une réunion. Je suis désolée de revenir sur des choses aussi basiques, mais est-ce que j'ai envie d'y aller? Si j'ai pas envie d'y aller et que j'ai rien à y faire, peut-être qu'il ne faut pas que j'y aille. Enfin, je dis ça parce que globalement, moi, j'ai rencontré beaucoup de leaders d'entreprises qui me disent, Emmanuel, comment on fait pour leur donner envie de mettre leur caméra? Parce que moi, quand je la mets pas, c'est que je fais autre chose. Et donc, quand ils ne mettent pas leur caméra, ça veut dire qu'ils ne font pas autre chose. Et donc, la question, c'était comment je fais pour les forcer. Et ma question, c'était comment vous faites pour faire en sorte que votre réunion donne envie. Non, parce que s'ils font autre chose, ça veut dire qu'en gros, ils s'emmerdent, ils n'ont rien à faire là-dedans. Donc, ce n'est pas une réunion qu'il faut. Donc, vous avez des managers qui ont pris ça en considération et qui ont transformé leur routine. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, je n'essaye pas d'emmener le présentiel à distance, je fais autre chose, je fais différemment. Et ceux-là, dans un monde hybride, ils vont s'en sortir. Les autres, ils souffrent. Et du coup, ils font souffrir les autres. Et du coup, dès qu'ils pourront, ils vont ramener tout le monde au bureau. Alors, dans toutes ces recherches, est-ce que tu as identifié de vraies réticences face au télétravail et comment tu les expliques? Alors, des réticences? Non, pas du tout. En France, on ne peut pas dire que c'était forcément... comment dire? C'était très demandé, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui était particulièrement promu au niveau des organisations. Alors, les réticences, elles sont de différents ordres. Je pense qu'il y a quand même... une vraie responsabilité. Enfin, il y a différentes responsabilités. Il y a un problème, évidemment, on en parle beaucoup au niveau des managers. C'est évident que d'avoir son équipe brusquement disséminée, avec laquelle il faut collaborer, contribuer, etc., c'est compliqué. Donc c'est vrai que si on ne sait pas faire, il va falloir s'y mettre, et c'est pas simple. Après, mais il n'y a pas que ça. Il y a des réticences au niveau des employés. Il ne faut pas s'imaginer, oui, il y avait une grosse appétence, mais il y a des gens qui ne souhaitent pas et qui ne souhaitent plus télétravailler. Je vous rappelle que toutes les enquêtes nous parlent des 80% de gens qui veulent continuer et jamais des 20% de gens qui ne veulent plus. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas bien pour travailler chez eux, qu'ils se sentaient seuls, qu'ils n'avaient pas un environnement qui leur permettait de travailler de manière sereine, etc., etc. Donc vous avez quand même des gens qui ne souhaitent plus télétravailler, et cela, il ne faut pas les oublier. Du coup, je suis partie sur autre chose. Oui, je termine une mononucléose, on pourra couper ça aussi, ce qui fait que par moment, mes neurones se disjonctent. Donc on parlait de réticence au télétravail et tu as parlé aussi de culture. Alors, voilà, donc j'étais sur, excuse-moi, donc du coup j'étais sur les employés, et il faut bien avoir en tête quand même que le travail, l'idée d'être dans un lieu pendant un certain laps de temps, ce qui est quand même ce que disent nos contrats de travail, globalement, nos contrats de travail, ils sont quand même combien de temps dans un lieu. Ce qui encadre, ça protège aussi. Et donc vous avez des personnes, on parle de télétravail, mais attention, parce que à trop télétravailler, on s'éloigne de l'entreprise, et puis il peut y avoir un moment où on se dit... finalement, il y a quand même moins cher pour les mêmes compétences ailleurs. D'accord? Donc ça, il y avait aussi ce côté-là. Et puis au niveau de l'organisation, dans son ensemble, et je pense l'organisation, on est allé très loin dans des business units matriciels extrêmement complexes. Au bout d'un moment, ce qu'on disait par rapport aux cartes de visite, c'est non seulement il y a de l'envie, mais en plus il y a de la gêne. C'est en gros, je ne sais même plus vous expliquer où je suis dans la structure. Et donc l'idée de devoir reposer ça, de remettre tout ça à plat, de repenser les process RH. Parce qu'à distance, excusez-moi, mais changer les équipes tous les 6 mois, tout réorganiser et avoir 30% de turnover, et qu'après on vous dise, attendez, vous n'êtes pas un bon manager, vous n'avez pas créé la confiance, vous n'avez même pas eu le temps de les voir, vos collaborateurs, ils sont déjà partis. Donc voilà, donc il y a quand même des rythmes de l'organisation, des tailles d'équipes, qui ne sont pas de la responsabilité du manager, mais de l'organisation. Et peut-être qu'il y avait un petit peu de, on va dire, réticence, pour ne pas dire paresse, à aller trop loin sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un potentiel justement par rapport à ces réticences face à un management peut-être innovant ou différenciant? Moi, je crois beaucoup au potentiel du télétravail du moment qu'il est bien pensé. Mais je crois aussi qu'on n'a pas fait les bons choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises avec lesquelles je travaille, la question c'est 2 jours, 3 jours, 3 jours, 2 jours. Ou est-ce qu'on fait une journée, et puis... non, on ne va pas s'en sortir. Et puis si on demande à chacun ce qu'il veut, chaque fois que quelqu'un bouge, il va falloir revoir tout. Donc en fait,
Dans travail hybride, il y a deux mots. Alors, je suis désolée, la dernière fois que j'ai posé la question, il y a une personne qui se sentait obligée de me donner les syllabes. Donc maintenant, je ne pose plus la question. Donc, travail hybride, deux mots. On s'est focalisé sur l'hybride. Comment on va faire l'hybride? Moi, je crois qu'il faut se repenser le travail. Il faut se repenser le travail, c'est-à-dire se dire, OK, est-ce que c'est un travail? Alors, vous allez me dire, tout le monde me dit, le travail individuel, c'est mieux en télétravail, et le travail collectif, c'est mieux quand on est dans une équipe. Une fois qu'on vous a dit ça, ça ne vous avance pas beaucoup. Mais il y a d'autres dimensions qui sont insuffisamment explorées. Moi, je pense que la temporalité va être l'enjeu majeur. Est-ce que je peux travailler en asynchrone? Là, je connais des dirigeants d'entreprise qui me disent, mais nous, 90% de travail peut se faire en asynchrone. Merveilleux! C'est très facile de faire du télétravail en asynchrone. Par contre, quand il faut être dans des temps synchrones, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Une autre dimension, c'est est-ce que c'est plutôt un travail de routine, et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, mais quelque chose qui est complètement maîtrisé, ou est-ce qu'on est plutôt dans des registres de l'innovation? Est-ce que c'est un sujet lambda, on discute, ou est-ce que c'est un sujet un peu sensible? Pourquoi tu n'as pas eu ton augmentation cette année? Pourquoi on va se séparer de toi? Ou moi, j'ai un problème avec tel collaborateur? Et puis enfin, est-ce qu'on est plutôt dans le domaine du formel et de l'informel? Et vous voyez bien qu'en fonction de ces 5 dimensions du travail, et il y en a potentiellement d'autres, et ben là, on va se dire, ça c'est plus facile au bureau, et ça c'est plus facile si on est ailleurs. On peut le faire ailleurs. Mais dans chaque équipe, il va y avoir une sorte d'éclair. Enfin, ça ne va pas être linéaire, ça ne va pas être 50-50. Il va falloir réfléchir autour du travail de l'équipe. Et du coup, quand l'équipe change, ça ne change pas le travail de l'équipe. Donc, ça ne change pas les décisions qui ont été prises au niveau de l'organisation du travail. Je pense que c'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des freins culturels avec peut-être cette pensée, ce comportement français qui identifie la personne qui travaille que quand elle est au bureau, selon toi? Oui, alors on entendait beaucoup le télétravail, c'est le travail devant la télé. Demain, tu es en vacances. On a tous eu, on remarquait dans certains environnements, vous partez à 18h, on vous demande si vous prenez votre après-midi, c'est pas mieux. Des freins culturels, oui, mais attention. Moi, j'en ai un peu assez qu'on se flagelle, là, les Français, le présentéisme, etc. On a une enquête aux États-Unis, alors qui date d'avant la pandémie, mais qui s'est déroulée sur plusieurs années, avec des centaines et des centaines de managers. Et on est aux États-Unis, culture contractuelle, nous on est censé être beaucoup plus effectifs, etc. Eux, soi-disant, c'est pas un problème. Ils ont réussi à démontrer que quand je vous vois au boulot, juste vous voir, on n'échange pas, mais juste vous voir, je considère que vous êtes plus fiable, plus 9%. Et quand je vous vois en dehors des heures de travail, je considère que vous êtes plus engagé, plus 25%. Juste vous avoir vu. D'accord ? On est aux États-Unis. Alors, en France, on n'a pas les chiffres, on peut imaginer que ce soit au-delà, mais ce que je veux dire simplement, c'est que ce biais du présence égale travail, qui vient du monde industriel, Charlie Chaplin étant moderne, s'il n'est pas là, il n'y a personne pour serrer les boulons. D'accord ? Donc ce biais-là, il est présent dans beaucoup, beaucoup de cultures. Ce n'est pas que chez nous. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en glorifier, c'est clair qu'il va falloir passer à un autre stade, mais il est quand même présent ailleurs. Alors, comment le travail à distance peut révéler des carences managériales ? Alors, le travail à distance, c'est un merveilleux révélateur. Le seul souci qu'on a, c'est que par rapport à la temporalité, on se rend compte après. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand l'équipe démissionne. J'ai un souvenir d'un DG d'une filiale qui brusquement a eu tout son comité de direction qui est parti. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, à distance, personne n'avait vu ça venir. Parce que vu comment il gérait les gens à proximité et que son propre manager ne venait qu'une fois tous les 6 mois, personne n'avait rien vu. Donc c'est évident, ça ne change pas fondamentalement le rôle du manager, mais c'est clair que toutes les petites choses qui pouvaient passer dans le quotidien, parce qu'à côté de ça, on mettait un peu d'huile dans les rouages, le charisme, tout ce que vous voulez, et à distance, je dirais que ça ressort de manière un petit peu plus vive. Et globalement, si on était déjà un mauvais manager de proximité, je pense que la distance, c'est pas fait pour nous. Voilà, c'est pareil pour les collaborateurs. Moi, je ne suis pas du tout dans le diktat de il faut absolument leur faire confiance, bien tant qu'ils sont à distance. S'ils étaient ni compétents ni engagés et vous ne leur faisiez pas confiance à proximité, vous n'allez pas commencer à leur faire confiance parce qu'ils sont à distance. Ça n'a pas de sens. Mais globalement, si vous êtes dans la pathologie du reporting et dans l'angoisse et tout ça, il va peut-être falloir envisager une entreprise où l'hybride n'est pas trop développé, enfin trouver un autre. Il y en a, je pourrais vous en citer. Alors, quels sont tes conseils pour réunir le meilleur du distanciel et du présentiel pour un excellent management hybride ? Wow. Ok. Alors, quelques-uns. Oui, quelques-uns. Alors, je crois que le premier, moi, il y a quelque chose qui m'agace beaucoup, donc je partage. C'est l'idée de, on va plus manager par la présence, on va manager par objectif.
Ça fait 2 années qu'on dit ça, mais maintenant c'est vraiment important parce que les gens sont à distance. Ok. Moi j'ai un petit souci parce que ce que je vois, c'est pas que du management par objectif, je vois du management par résultat. Je m'explique. Je vous fixe un objectif et je viens voir le résultat. Et dans l'entre-deux, vous êtes autonome, hein. Qui va dire non, je ne le suis pas? Personne. Vous êtes autonome, donc je vais regarder ce que ça a donné au final. Et quand même, une des caractéristiques, enfin, il y avait une enquête du BCG en 2014, et après il y a eu encore une enquête en 2021. Qu'est-ce qui fait que les gens, quelque part, ont du bien-être? Eux, ils avaient appelé ça du bonheur, bon, on va éviter ça, mais du bien-être au travail, c'était le fait que leur travail ne soit pas invisible. Le fait qu'il soit apprécié. Apprécié, ça ne veut pas dire bravo, bravo, ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui l'a vu et qui le commente. Il y a le fait de se sentir respecté, qui est en train de ressortir des enquêtes sur le Big Quit, Great Resignation, enfin on l'appelle comme on veut. Le respect. Et le respect, c'est aussi le respect du travail et du travailleur. Donc ça va être la première chose, c'est-à-dire que c'est pas... Enfin, ok, il ne faut plus manager juste par l'heure qui tourne, mais il ne faut pas juste manager non plus par résultat. Il y a quand même un entre-deux qui est l'intérêt que je porte à votre activité. Quelle envie j'ai de vous connaître et de savoir ce que vous faites. Si je n'en ai pas et que ça se ressent, c'est quand même un problème. Donc ça me permet le premier point. Le deuxième point, c'est reprendre le contrôle de notre agenda. Le télétravail, c'était super quand on disait je m'isole pour travailler et réfléchir. Et après, je retourne au bureau, etc. Donc un peu ce qu'on nous vend aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, comme on fait n'importe quoi, on fait tout le temps la même chose. Donc qu'on soit au bureau ou à la maison, on est sur Teams toute la journée. Même quand on est au bureau tous ensemble, on n'a pas pris, parce que c'est fatigant, on n'a pas pris de salle de réunion, donc on va quand même faire notre réunion sur Teams toute la journée. Puis après, on va réaliser qu'en fait, on est tous au bureau. Vous voyez l'aberration quand même, il y a un moment. Bon. Donc moi, quand je vois les agendas, quand j'ai des réunions, alors je suis que prof, donc quand même, notification, la prochaine réunion, elle est dans 5 minutes, attention, il faut vite arrêter ce que tu es en train de raconter. Et hop, on enchaîne, je suis désolée, mais on se retrouve à nouveau dans les temps modernes. On est revenu dans le monde industriel de la réunion. Sauf que la réunion, on crachait déjà dessus, excusez-moi l'expression, mais en présentiel, on n'en pouvait plus. Mais il se passait des choses en réunion, avant et après, en pendant un peu aussi, il faut le dire quand même. Mais bon, disons, avant, on se retrouvait et je disais, tiens, Raphaël, Philippe, on pensait à des choses. Il y avait ça. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui sur Teams? Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. J'arrive pas à me connecter. Bonjour. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc c'est hyper convivial. Il y a vraiment des choses qui se créent. Et à la fin de la réunion, c'est pareil, on sortait de la salle, on avait perdu 2 heures, mais on avait fait nos mails en parallèle, donc c'était bon. Et là, brusquement, on se recroisait, on se disait, mais au fait, et on résolvait plein de situations. Non, là, on est passé dans l'autre réunion et on n'a même pas eu le temps de finir, voire de dire au revoir à tout le monde. Donc voilà, l'agenda, l'espace, on en parle beaucoup, mais le temps, c'est central. Et là, on a une étude qui vient d'être publiée dans la Sloan Management Review, qui montre qu'en fait, avec toutes ces pratiques flexibles, on a augmenté les temps de collaboration, en diminuant la qualité. Résultat des courses, ça augmente le sentiment de stress, de pression du temps, ça diminue la qualité du travail, ça augmente la quantité de travail, mais pas de manière positive. Enfin, on a plein d'effets négatifs. Et par contre, ils ont appelé un truc qui s'appelle, c'est les heures de concentration. Ils disent 2 heures de concentration par jour. Alors aujourd'hui, je ne connais personne en entreprise qui a 2 heures de concentration par jour. Enfin, peut-être certains d'entre vous, et je leur souhaite, mais personne n'a 2 heures. Eh bien, réduction du sentiment de pression temporelle, amélioration de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, amélioration de la qualité de travail, amélioration de la quantité de travail, etc. Donc il y a un moment, on regarde dans les chiffres, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on continue comme ça? Et là, il est urgent d'arrêter. Donc ça, ce serait mon deuxième point. Et le troisième, j'en ai plein, mais j'en fais 3. Le troisième, je pense que je vais revenir là-dessus, c'est vraiment l'exemplarité du top management. C'est-à-dire que l'exemplarité du top management, aujourd'hui, si on veut rentrer dans un hybride vertueux, c'est le top management qui se déconnecte, qui dit non, là, moi je me déconnecte, moi je fais autre chose, je montre l'exemple d'un hybride qui fait sens. Je vais passer 2 heures à me concentrer sur telle tâche, voilà. Parce que si on a, à travers tous les process, toutes les pratiques, un top management qui, quelque part, vous fait sentir que pour progresser dans l'entreprise, il vaut mieux quand même être physiquement dans les murs, ou, pire encore, faire du présentéisme à distance. Ah oui, parce que ça, c'est une recherche qu'on a faite. On a montré que les gens qui ne pouvaient plus être présents dans un environnement où la présence était valorisée, ils ont augmenté leur plage de disponibilité. Donc, en gros, ils sont disponibles de 8h à 20h, 21h, 22h. Ils répondent aux mails, même quand le manager dit « mais t'as pas besoin de me répondre ». Ah oui, mais il y a quand même en intérieur aussi, ce serait quand même mieux que je lui réponde, etc. Donc, exemplarité du top management. Ça me paraît central. Et on voit bien, d'ailleurs, dans les entreprises,
qui sont en train de bouger dans un sens comme dans l'autre, la manière dont les dirigeants se saisissent du sujet. C'était déjà le cas avant, ça l'est encore aujourd'hui. Alors, dernière question, parce que tu es spécialiste aussi des espaces de travail depuis très longtemps. Si on peut faire une projection, quel sera le bureau hybride de demain? Alors, déjà, je trouve que reposer la question du bureau, c'est une bonne chose. Comme je vous dis, il y a 20 ans, tout le monde s'en fichait, donc je trouve que c'est bien qu'on se repose cette question-là. Les gens ne veulent plus y retourner. Bon, on a vu ça beaucoup. Pour autant, quand ils y retournent et qu'il y a des interactions qui font sens, on voit qu'il y a du plaisir. En fait, les gens ne veulent pas retourner au bureau pour faire quelque chose qu'ils auraient très bien pu faire chez eux. D'accord ? Parce que faire 1h30 de transport, aller-retour, pour finalement se retrouver sur Teams toute la journée, ça n'a pas de sens. Alors, le bureau de demain, je pense que oui, on peut très rapidement dire il va falloir avoir un maximum de choses qui facilitent l'interaction. C'est-à-dire que moi, si je retourne au bureau, c'est pour le collectif. Parce que sinon, je peux, alors pour ceux qui en ont la possibilité, je peux m'isoler ou je peux télétravailler, etc. Donc ça va être pour du collectif, ça va être pour de la prise de décision ensemble, ça peut être pour de l'innovation, etc. Après, la question, c'est quel rôle vous donnez à vos bureaux. Et finalement, les bureaux, ça reflète aussi beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le bureau hybride de demain au sens fonctionnalité, mais c'est qu'est-ce que je fais avec mon bureau. Alors, on parlait des jeunes générations. Bon, le bureau, avoir un bureau, pour les jeunes là, qui viennent de vivre 2 ans en télétravail contraint, subi, en cours, en stage, sans jamais voir personne, en allant chercher l'ordinateur et en le rapportant, et pendant 6 mois de stage, n'avoir vu personne, je peux vous garantir que les gens full digital qui disent on va vous recruter, sont pas si, voilà, c'est pas si populaire que ça. Donc, dans le bureau, il y a un côté acquisition, il y a un côté je vous donne envie de venir. Vous allez dans un site et c'est beau. Alors, le facteur numéro 1, je suis quand même obligée de le dire, c'est que c'est la proximité du domicile. Vous faites des choses magnifiques à 1 heure de transport, c'est marrant, les étudiants sont moins sensibles à ça, mais quand même, la beauté du lieu, vous voyez, quand vous arrivez pour l'entretien, c'est beau, c'est des beaux matériaux, ça renvoie des choses. Après, vous avez aussi le bureau qui peut vous servir pour faire en sorte que les gens restent. On parlait de cette logique de comment je fais pour que les gens ne me quittent pas mon entreprise. Alors pendant longtemps, c'était petit poisson deviendra grand. C'est encore le cas dans certaines entreprises. Donc en gros, moi je suis au 1er étage dans le bâtiment de l'ESCP. Philippe est au 2e. Notre directeur général est au 7e. Le 7e étage n'est pas atteignable par les ascenseurs normaux. Il y a un ascenseur de direction générale qui monte au 7e. Si jamais vous voulez monter au 7e, donc vous appuyez sur le rez-de-chaussée, il y a une priorité sur le rez-de-chaussée par rapport aux autres étages, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un du rez-de-chaussée qui veut monter au 7e. Donc vous voyez, les bureaux, ils vous disent un peu qui vous êtes. C'est-à-dire que moi, je peux me balader à peu près partout dans le SCP, je peux me balader au 7e étage, on me demandera quand même un peu ce que je y fais. Tout le monde ne se balade pas partout, de la même façon. Donc le bureau, il était aussi, il symbolisait des choses. Et moi, je vois des entreprises dans la Silicon Valley qui ont donné de l'argent à leurs geeks, vous savez, ces gens qu'on n'arrive pas à retenir et tout, parce qu'ils sont tellement... Ils leur ont donné de l'argent pour s'installer leur petit bureau à eux. $10 000. $10 000 dans un monde de geeks, c'est rien. Et donc, ils en ont fait, voilà, ils ont fait leur petit espace à eux, etc. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. C'est pas forcément extrêmement luxueux, mais c'est à eux. Vous savez quoi, les gens, ils restent plus longtemps. Parce que scoop, nous ne sommes ni des végétaux, ni des minéraux, nous sommes des animaux. Et donc, on aime bien les territoires. Et tant que le territoire digital n'est pas un territoire aussi sympathique que le territoire physique, il y avait un peu cette question-là. Après, vous pouvez dire, moi, je veux des bureaux où, en gros, je veux que n'importe qui puisse se plugger, un peu les logiques de conseil, d'audit, etc. C'est-à-dire que les gens qui sont globalement en dehors du bureau, donc il faut juste que ce soit efficace quand ils viennent et qu'ils puissent travailler n'importe où, en France, à l'étranger, etc. Puis après, il y a le bureau qui doit servir à votre performance. Alors la performance, il peut y avoir plein de manières de la voir. Très souvent, le bureau au service de la performance, c'était réduction des coûts. Donc c'est pour ça qu'on a, voilà, le flex, il ne date pas d'hier. C'est juste que là, en ce moment, c'est une espèce de, tu veux du télétravail, on va mettre encore plus de flex en place, puisqu'on va faire des... Bon, voilà, donc il y a cette logique-là. Il y a une logique d'engagement, puisqu'on a vu quand même que l'espace de travail pouvait faciliter ça. Puis après, il y a des gens qui me disent, je veux à la fois augmenter la productivité et l'innovation. Alors là, il faut arrêter tout de suite, parce qu'il y a un moment, c'est le Père Noël, c'est la liste du Père Noël. Si vous voulez plus de productivité, il faut que des gens qui occupent une même fonction aient des occasions assez fréquentes de se retrouver. Donc typiquement, je fais une machine à café. Excusez-moi, la machine à café, c'est assez visuel. Je fais une machine à café pour cette équipe. Et effectivement, là, on va avoir les chiffres des call centers d'augmentation de la productivité de 15, 20, parfois 30%. Super. Vous voulez de l'innovation? Ah non. Vous bannissez absolument les machines à café par équipe, et vous faites un grand étage
hyper collaboratif, où les gens se tombent les uns sur les autres, et vous ne pouvez faire que l'hypothèse, vous ne pouvez qu'avoir l'espoir, l'envie que ces rencontres permettent aux gens de collaborer, d'innover. Vous n'en savez rien, c'est un pari. Par contre, le pari que je fais, c'est que si la personne revenant à son poste a son manager qui arrive en disant « Dis donc Emmanuel, la pause café, c'est 5 minutes, pas 30 », ben, vous allez un petit peu à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Donc il me semble, voilà, il faut déjà être au clair sur qu'est-ce que vous voulez faire de vos bureaux, et puis derrière ça, imaginez un hybride qui fonctionne bien. Je crois qu'il y a des choses du type flexibilité. On ne sait pas à quoi va ressembler le travail de demain. On ne peut plus avoir des espaces aussi... alors, le problème de l'espace, c'est qu'on ne peut pas bouger tous les murs, etc. Mais voilà, il va falloir imaginer des choses où on peut bouger facilement le matériel, où on peut écrire sur les murs, où on peut... Enfin, ce n'est pas des grands investissements, mais avec peu de choses, on peut créer une dynamique complètement différente. Je prends même les tables de réunion. Vous mettez des tables de réunion où les chaises sont tellement, enfin, en hauteur, mais tellement inconfortables que tout le monde est debout autour de la table, du coup, spontanément. Il se passe plein de choses quand vous êtes debout autour d'une table qui ne se passent pas quand vous êtes assis, croyez-moi. Là, vous seriez tous debout, il se passerait complètement autre chose. Moi de même, d'ailleurs, mais je suis bien assise. Donc je profite. Un grand merci, Manuel. Merci à vous.